Eh bah mon vieux, on avait oublié que directeur d'écurie, ça pouvait de temps en temps faire un petit peu plus transpirer que les pilotes. En tout cas, on a eu un vrai beau spectacle, en piste, du suspense, un petit peu partout. Tant qu'à la fin c'est Max Verstappen qui gagne, a priori on est toujours en 2023. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix d'Italie 2023 de Formule 1. J'en connais qui ont dû avoir des traces dans le calbar à la fin de la course ou sur la fin de la course, et généralement ils supportent des mecs qui sont habillés en rouge. Heureusement, ça s'est bien terminé pour vous et vous avez dû bien kiffer. Bon allez, on commence par la première réaction directement, on va évacuer un petit peu le dossier Alpine. Je vous avais dit la semaine dernière que Monza serait le vrai test pour le moteur. Bon bah force est de constater que la voiture peine en ligne droite, mais pas que, elle peine pas mal en virage aussi. Alors du coup, je suis allé faire quelques petites recherches, notamment sur les vitesses de pointe en qualification à la Speed Trap, donc c'est le radar si tu préfères, qui est situé avant le freinage du virage numéro 1, donc là où les voitures arrivent le plus vite quasiment. Les Alpines sont pas à la ramasse, hein. Ocon il a la 9e vitesse avec 346,9 km/h, Gasly la 13e avec 346,3, donc c'est à peu près moyen. Alors Magnussen, c'est lui qui a la meilleure vitesse de pointe, il arrive à 350, il y a 5 km/h de différence, c'est pas fou, mais c'est pas rien non plus. Hamilton et Russell, bah c'est eux les derniers. Ils arrivent bien plus lentement, ils arrivent à 340 et 338 km/h. Les Alpines sont aussi devant les Red Bull en termes de vitesse de pointe, donc quand même. Hein. Alors il y a une autre vitesse de pointe entre guillemets à prendre qui est celle sur la ligne de chronométrage à la fin du tour, en sortie de dernier virage, c'est une autre histoire. Là, les Alpines sont 16e et 20e, 312 et 309 km/h, quand les meilleurs sont à 317, donc il y a un peu plus de 5 km/h d'écart. Par contre, encore une fois, les Mercedes sont toujours assez lentes entre guillemets, 312 et 311 km/h sur la ligne. En fait, cette dernière donnée là sur la ligne d'arrivée montre non pas forcément une vitesse de pointe, mais plutôt une vitesse de sortie de virage assez rapide, donc la parabolique. Hein. Donc là où ça demande de l'appui aérodynamique et où ça demande aussi de ne pas emmener trop de traînées. Ça pourrait aussi permettre de voir si les voitures ont encore du boost dans la réserve des batteries, etc. Pour ça, il faudrait avoir un petit peu plus de données pour voir ça pour le coup. Alors les McLaren ne sont pas non plus des missiles, c'est de notoriété publique que leur voiture génère beaucoup de traînées aérodynamiques et elles sont pas si devant que ça, les Alpines. Alors si on regarde les temps de qualification, les Alpines ont fait des 1 minute 22,5 en hard et ont été éliminés dès la Q1. L'année dernière, en soft, les Alpines ont fait leur meilleur temps en Q2, donc en 1 minute 22 et 1 dixième, et 1,21,8 je crois pour Alonso. Donc globalement, il y a quoi? Il y a 6 dixièmes d'écart par rapport à l'année dernière. Alors là-dessus, il faut quand même compter qu'il y a la différence de composé de pneus entre les hard et les soft, sachant qu'on a des pneus qui ont été un peu retravaillés cette année, qui sont pas tout à fait les mêmes que l'année dernière. Il y a les conditions de piste évidemment qui sont pas tout à fait les mêmes, et on a eu aussi un ajustement réglementaire, mais globalement toutes les voitures ont quand même plutôt progressé. Alors la voiture du coup va plus vite que l'année dernière en vitesse de pointe, sauf que le moteur n'a pas été amélioré. Le gel des moteurs date depuis le début de la saison 2022, donc depuis le début d'année dernière, donc c'est le même moteur. Du coup en fait il y a deux possibilités, soit le moteur manque d'optimisation de l'énergie sur la manière dont c'est distribué en sortie de virage, machin, etc. Et ça peut se voir avec la vitesse sur la ligne en sortie du dernier virage par exemple, mais on a besoin de plus de données. Soit l'aéro et le châssis sont pas bons, il n'y a pas assez d'appui, ça c'est quasiment une certitude, et il y a peut-être trop de traînées, et ça se discute encore. Bref, dans tous les cas, comme on n'a que deux voitures qui ont un moteur Alpine, on ne peut pas comparer, comme c'est le cas pour le moteur Mercedes, entre la Mercedes et la Williams, où là il y a un écart de ouf. Peut-être qu'il manque quelques chevaux du côté de chez Viry-Châtillon, mais ce qui est certain, c'est qu'il manque autant en efficience aérodynamique, donc le rapport entre l'appui et la traînée que tu génères avec tes ailerons, etc. Donc Enstone a pas bien bossé non plus, et il faut arrêter de tout rejeter sur Viry-Châtillon. Je pense que c'est un cumul des deux à un moment donné. Deuxième réaction, je peux enfin parler un petit peu d'Alfa Romeo et de Bottas un peu en positif. Alors la voiture, ça commence mal, hein, mais la voiture est toujours aussi mauvaise, mais il y a une vraie progression de ouf entre le début et la fin du week-end pour Alfa Romeo. En fait, Bottas et Joe avaient des décrochages aérodynamiques sur l'arrière de la voiture en première séance d'essai libre. C'était quasiment inconduisible. D'ailleurs, Bottas a failli la planter une ou deux fois, il me semble. Ça a bien bossé sur le reste du week-end. Qualif P14, P16, il n'y a rien de très original. La course, ça allait être
être un one-stop. Donc Bottas se dit, vu ma position, je vais partir en hard pour me décaler d'un point de vue stratégique. C'était le bon call. Hamilton en a d'ailleurs fait de même, et il y avait un autre pilote, je crois que c'était Hülkenberg ou Magnussen, je sais plus, qui ont fait la même chose de partir en hard. Ça lui a permis à Bottas de se décaler, de grappiller quelques précieuses places en fin de Grand Prix. Bottas s'est retrouvé en fait en dehors du trafic et des trains DRS sur la fin du premier relais des pilotes qui étaient en médium, donc il a pu attaquer comme il le fallait derrière pour la fin de son relais en hard. Et puis ensuite il avait les médiums, et les médiums avaient suffisamment de jus pour faire une belle différence en fin de course et aller grappiller quelques places supplémentaires. Et surtout les pilotes avec qui il se battait sont finalement passés sur une stratégie à 2 arrêts parce que les pneus souffraient beaucoup, faisait chaud, tout le monde a eu des problèmes d'équilibre globalement sur la voiture avec du sous-virage, sur-virage pour certains, pas mal de dégradation sur les pneus, donc il fallait vraiment bien gérer ses pneus et faire attention à pas trop faire de la merde avec, surtout si tu as une voiture qui consomme beaucoup les pneus comme je sais pas, la Ferrari par exemple. Un petit point de marqué pour l'écurie qui revient à 1 point du coup de Haas au classement constructeur. C'est pas encore joué et la place vaut très très cher, donc faut rien lâcher du côté de chez Bottas et de chez Joe. Haas qui de leur côté ont eu la pire course avec la voiture qui était absolument catastrophique. Magnussen et Hülkenberg en interview étaient mais complètement dépités. Ils disaient c'est vraiment la pire course qu'on aurait pu faire. Troisième réaction, toujours chez les petits poussés, je reparle d'Albon encore une fois, qu'on attendait évidemment avec sa Williams. P7 à l'arrivée, pas si loin de la P6, très belle course, très beau week-end, encore une fois de la part de l'écurie britannique, généralement de Williams, ça progresse dans le bon sens. Alors la voiture est très vite en ligne droite, c'est pas une nouvelle, elle a peu de traînée aérodynamique, donc ça file, elle commence à avoir un petit peu plus d'appui, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et surtout au final elle a une bonne efficience aérodynamique, elle a un peu d'appui pour pas trop de traînée. Sargent lui il s'est loupé en Q2 mais je suis pas sûr qu'il serait passé en Q3, ça progresse quand même, un peu tard mais ça progresse. En course la Williams a gardé là où les McLaren derrière toute la course avec quelques belles défenses de la part d'Alex Albon. Ce n'était pas la meilleure voiture des autres, derrière les Mercedes, Ferrari et Red Bull sur le papier, parce que je pense sincèrement que la McLaren avait un peu plus de rythme, mais encore une fois, on voit que la Williams est quasiment impossible à dépasser en ligne droite. Par contre, elle a bouffé ses pneus et ça a été très très compliqué pour Albon sur les fins de relais, surtout aussi à la fin de course. Ça prouve qu'il y a un manque d'appui général sur la voiture. Je pense que c'est ça qui permet aussi à Hamilton de passer un petit peu plus facilement sur la fin de course. C'est aussi ça qui fait rentrer au stand Alex Albon assez tôt dans le début de la course. Les pneus étaient morts et surtout je pense et je suppose que ça voulait se protéger d'un éventuel undercut de McLaren qui obligeait Alex Albon à s'arrêter et de laisser une McLaren en piste parce que c'était 2 contre 1 et qui se fasse sauter comme ça. Alors chez McLaren on se prenait un petit peu les pieds dans le tapis parce que Norris disait que Piastri était pas assez rapide pour aller chercher Albon. On a tenté de sauter Albon avec les 2 voitures en faisant un arrêt, en faisant 2 overcuts pardon. Bon, ils ont malheureusement fait ressortir Piastri pile sur Norris, Piastri qui arrive avec les pneus un peu froids, sous-vire sur Norris, petite touchette sans grande conséquence, ça a quand même discuté en interne, ils étaient pas contents, mais ça n'a pas suffi pour que Norris ait une meilleure performance en fin de course qui lui permette de doubler et de mettre un écart avec Alex Albon. P7 donc pour la Williams qui se détache encore un petit peu plus du peloton, du fond de peloton pardon, pour asseoir cette position au classement. Je pense pas qu'ils auraient vraiment pu faire mieux, sauf avec Sargent, mais il avait du mal quoi qu'il arrive avec une voiture qui avait beaucoup de survirage de son côté. Donc encore une fois, ça coche toutes les cases pour Williams et c'est une bonne nouvelle. Bon, je vous avais promis qu'on en parlerait cette semaine. Il est temps de faire un mini bilan sur Liam Lawson, le remplaçant de Daniel Ricciardo pour encore quelques courses normalement, parce que je crois que Ricciardo reviendra pas avant, reviendra peut-être après le Japon ou un truc comme ça, on verra. Eh ben mon vieux, c'est une belle entame de carrière ça. Il est dans les temps de Tsunoda à peu près. La voiture était plutôt perfo ce week-end, ça avance dans la bonne direction et surtout P11 en course, un peu de regret, je reconnais, un peu de regret de pas le voir marquer des points, mais sinon honnêtement je pense que c'est un quasi sans faute, c'est juste qu'il a pris un mauvais départ, mais bon ça vient avec l'expérience. Bon alors on s'est assez vite rendu compte que la stratégie à un arrêt allait être assez compliquée pour Liam Lawson à faire quoi. Ça a été assez intelligent d'être un petit peu plus agressif et de le mettre sur 2 arrêts, de le laisser rouler un petit peu plus fort parce que en fait il sait pas encore bien gérer les pneus et c'est tout à fait normal, c'est sa 2e course, il a pas encore appris à gérer et à garder en vie des pneus quoi. Alors du coup en fin de course il était dans un bon rythme sur des médiums et il a profité
profité de la pénalité de Piastri pour prendre une place de plus. Et il est même allé chercher la Williams de Logan Sargent qui a pas mal zigzagué avant le premier virage dans l'entame du dernier tour. Tout simplement, voilà. Derrière, Lawson a fait un très très beau freinage au virage 1 par l'extérieur. Il l'a enroulé, très clean, merci, au revoir. Alors pour le moment, tout se passe plutôt bien pour Liam Lawson. Il a pas trop de pression parce que il sait que ça reste le baquet de Daniel Ricciardo, donc son temps est compté dans la voiture. Mais du coup, il envoie, il a complètement raison. C'est toujours dans l'entame finalement d'une deuxième saison complète pour un rookie que ça devient vraiment difficile parce que en fait, il faut confirmer la première bonne impression et la bonne première saison généralement où les mecs pilotent un peu en posant le cerveau à côté et c'est plutôt un compliment. Là, il est pas dans ce cas-là, donc il est à son avantage, il envoie tout, let's go, et puis on verra ce que ça donne. Et puis j'ai hâte de le voir à Singapour. Mais en tout cas, super beau week-end de la part de Liam Lawson. Bon, Lewis Hamilton pourra revoir la course, lui qui s'est ennuyé, à raison d'ailleurs, et qui aimerait trouver des petites alternatives pour favoriser les dépassements à Monza parce qu'il a l'impression que ça roule pas assez bien. Il y a quand même 3-4 mecs qui s'en sont donnés à cœur joie du début à la fin de la course. Alors je parle bien évidemment de Carlos Sainz, Perez, Leclerc, Verstappen, etc. Les défenses de Carlos Sainz ont été très souvent à la limite, parfois un poil trop, mais ça reste vraiment acceptable. Dans tous les cas, elles sont très intelligentes, ces défenses, le fait de se placer plutôt milieu de piste au virage 1. En fait, ça empêche un adversaire de tenter de se mettre à sa hauteur parce que la piste est trop étroite et on peut pas choisir gauche ou droite, donc du coup, tu restes en arrière. Et ça, c'est un placement vraiment intelligent. Je trouve aussi, comme le disait Perez, que Carlos avait quand même tendance à changer de ligne pour défendre sa position un petit peu tard, ce qui pouvait rendre la manœuvre un petit peu plus dangereuse que ce qu'elle ne l'était. Mais encore une fois, je trouve qu'on n'a pas vu de dinguerie ou de décalage dernière minute en mode c'est sale. Ça a été vraiment plutôt propre. Comme on a moins d'appui et de traînée à Monza parce qu'on roule avec des ailerons un peu débraqués, l'effet de l'aspiration et du DRS est moins important que sur d'autres circuits. Donc la Red Bull avait du mal parce qu'elle embarque pas mal d'appui, un peu de traînée aussi. D'ailleurs, c'est elle qui est la meilleure dans les virages sur tout le circuit. Par contre, dès qu'il y a de la ligne droite, là, c'est pas elle. Alors du coup, Verstappen, après une ou deux petites tentatives, a réussi à feinter juste ce qu'il fallait Carlos Sainz pour le pousser à bloquer une roue, et derrière, il avait simplement à croiser puis décroiser pour avoir la meilleure motricité en sortie de première chicane. Et surtout, en fait, il était bien placé parce qu'il avait la ligne intérieure pour la deuxième chicane. Suffisait d'être assez à la hauteur de Sainz, faire un freinage, et c'était bon pour lui. Alors Perez, lui, il a mis bien plus de temps pour notre plus grand plaisir de voir des batailles en piste, c'est ça aussi qui nous fait kiffer. Il a dû quand même pas mal bosser le pilote mexicain pour aller chercher d'abord George Russell, c'était pas simple, puis ensuite Leclerc, puis ensuite Sainz. En fait, à chaque fois, il freinait un poil plus tôt, par probablement un petit manque de confiance dans la voiture, je suppose. Donc c'était compliqué de faire le dépassement à la première chicane, puis il avait moins de vitesse de pointe et moins d'aspiration, donc c'était compliqué de se mettre à hauteur. Du coup, fallait effectivement changer le fusil d'épaule et tout donner sur une très très bonne sortie de la parabolique du dernier virage pour construire et commencer la manœuvre le plus tôt possible et finalement terminer le dépassement entre guillemets presque avant la zone de freinage au virage 1, ou en tout cas pouvoir être plus qu'à la hauteur de l'adversaire. Bref, belle course des Red Bull, 10e victoire consécutive de Verstappen, c'est absolument du jamais vu dans l'histoire de la Formule 1, on a vécu un moment historique hier, doublé de Red Bull, mais finalement les vrais vainqueurs, c'est nous. Et ouais, la dernière bataille au millimètre entre Carlos et Charles Leclerc pour décider quel pilote Ferrari va monter sur le podium à domicile, ça fait super plaisir. Alors, globalement, pourquoi on a eu cette bataille? Perez, ils n'allaient pas le rattraper trop rapide. Russell était trop loin, donc les laisser se battre en piste était une possibilité qui restait suffisamment safe d'un point de vue stratégique, il n'y avait rien de plus à aller chercher sur la fin de course. Tant que les voitures se foutaient pas dehors, il n'y avait pas de problème. Alors encore une fois, ça a été à la limite. On a eu de la bonne attaque, on a eu de la bonne défense. Leclerc nous a montré encore une fois son art de l'attaque et du positionnement, comme il l'avait fait avec Verstappen l'année dernière ou les années précédentes. Sainz a montré toute la course ses magnifiques qualités défensives. C'est passé au poil de cul en sortie de la première chicane à un moment, mais qu'est-ce que c'était beau à voir, ils se sont poussés à la limite. Bref, c'est vraiment très très beau. Bravo les gars. Je suis très content que Sainz monte sur le podium pour le coup, il le mérite amplement, vu le week-end qu'il a fait la pole, il a fait une course absolument parfaite. P3, P4 pour la Scuderia qui repasse devant Aston Martin au classement général, bravo. Sur les circuits rapides, ça fonctionne pas mal pour Ferrari, galvanisé par la foule je suppose un petit peu. Retour à un circuit en ville un peu plus sinueux, un peu plus bosselé dans 2 semaines à Singapour, faudra voir comment ça se passe.
Allez, je vous lâche avec un petit bonus très rapide. Bravo à Victor Martins et Théo Pourchère qui montent respectivement sur le podium en F2. D'abord sur la sprint pour Victor et sur la course principale pour Théo, qui avance encore un peu plus vers le titre de champion cette année. Et on a un nouveau champion de FIA F3 en la personne de Gabriel Bortoleto, le petit protégé brésilien de Fernando Alonso, qui va évidemment monter en Formule 2 l'année prochaine et qui normalement est une petite pépite aussi. Bref, je vous retrouve, c'est quand mercredi, je vous retrouve en vidéo pour parler un petit peu des transferts en vue de 2024-2025, etc. Et puis je vous retrouve évidemment samedi sur la chaîne Twitch de Squeezie pour le GP Explorer. Et puis on se retrouve dans 2 semaines à peu près, je crois, pour un Fast 5 pour Singapour. Mais d'ici là, il y aura d'autres choses évidemment. Je vous embrasse. Ciao, ciao.